Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Les retardataires nous rejoindront, en cours de route. Ce n'est pas grave. Heu, Étienne, ce webinaire est enregistré? ouais, ce Eh webinaire est ben, enregistré. donc il Tous y les aura un inscrits replay. Ben voilà. ouais, tous les inscrits auront accès au replay. Donc, là-dessus, il y a pas de souci. En tout cas, bon, écoutez, enchanté, je suis Étienne de Dialink. Sur, ce nouveau webinaire qu'on organise Failles chez un sous-traitant IT, qui paye l'addition. Euh, je suis très content de recevoir Maître Ledieu, avocat et conférencier à la Marc-Antoine, Cour. c'est bien Marc-Antoine, Marc-Antoine. Ouais, ouais, très ça va, bien. ça va. Marc-Antoine, donc avocat à la Cour de Paris et conférencier que vous devez sûrement connaître sur ce sujet-là qui est particulièrement important. Au programme de ce webinaire, donc c'est une trentaine de minutes, on va faire une petite introduction. Pourquoi ce risque-là est important aujourd'hui. On reviendra sur quelques éléments factuels avec quelques chiffres. On rentrera ensuite assez rapidement sur deux cas réels de cyberattaque d'un fournisseur, dans le cas d'un hébergeur et dans le cas d'un défaut de conseil d'un prestataire IT. Et là, on aura notamment euh, l'avis de Marc-Antoine sur ce sujet-là et qui est très intéressant. On s'interrogera ensuite, finalement, une fois qu'on a vu les failles d'un sous-traitant, de comment on peut se défendre, et notamment d'un point de vue juridique. Et à l'aube, finalement, de nouvelles réglementations de NIS 2, le CRA aussi. Et à la fin, une, un moment de partage où, notamment, si vous avez des questions, ça sera le moment. Euh, mais même si vous avez des questions, en tout cas sur les sujets dont on parle directement, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Comme ça, on peut y répondre et ça rendra le webinaire encore plus interactif, parce qu'il est aussi intéressant pour nous, mais aussi pour vous. Très bien. Donc peut-être commençons. Alors avant de commencer et parler, j'avais une question pour vous. Un petit sondage, c'est avez-vous déjà subi une cyberattaque? Donc là, dans le chat, tellement vous venez de voir un petit sondage apparaître. Voilà, on va prendre peut-être 10 secondes pour vous laisser le temps de répondre et comme ça, on pourra en parler à la suite de ce webinaire. Donc, voilà, je vois que les votes ont commencé. Donc, n'hésitez pas à voter. Ah, on est sur un peu plus d'un tiers de oui là pour l'instant. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, merci. On pourra en reparler à la suite de ce webinaire. Peut-être une rapide introduction, notamment sur cette relation finalement entre fournisseur et client et pourquoi c'est clé aujourd'hui. Euh, un chiffre peut-être, c'est que 45% des organisations sont victimes d'une attaque par sous-traitant d'ici 2025, donc cette année. Donc c'est une source Gartner. Mais au-delà des chiffres, en fait, il y a vraiment des exemples un peu iconiques. Là, par exemple, juste sur le mois dernier, qui parlent pas mal. Coinbase, Market Spencer en Angleterre et Adidas en Allemagne ont tous eu des cyberattaques via un sous-traitant qui a fait défaut. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, la nouveauté sur ce sujet-là qui est pas si nouveau que ça. C'est un nouveau vraiment vecteur d'attaque important, notamment pour les entreprises. Euh, Toi, Marc-Antoine, aussi, tu avais aussi un autre angle un peu sur cette pourquoi, à la fois sur cette gestion du risque fournisseur, pourquoi c'est important et d'où ça vient aussi. Voilà, si jamais, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, en Europe, en France, la France était un peu pionnière sur les législations. Moi, forcément, j'ai une vision de juriste, donc j'ai une vision des textes, qui sont sortis et la manière dont c'est appliqué. Depuis, 2013, en France, loi de programmation militaire de 2013, on encadrait 500 opérateurs d'importance vitale en France, OK? Donc, les grands ports, les grands aéroports, les, grands télécoms, les grandes télés, Rungis, OK, les opérateurs vitaux. À partir du moment où on commence à protéger des opérateurs et qu'on leur fait de la défense périmétrique, pour prendre le bon terme, parce que je viens de réviser un truc sur le zéro trust, donc voilà, au départ, la défense, elle était périmétrique. Si on commence à faire de la défense périmétrique, ben, chez les très gros, forcément, on va s'en prendre au maillon faible de la chaîne d'approvisionnement IT. Donc, on va attaquer le sous-traitant. Un sous-traitant qui a, lui, le droit de rentrer dans le système d'information. Et
Alors, ce que veut dire cette slide aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien que le phénomène des cyberattaques, on ne va pas l'endiguer. Donc, il va falloir le contourner de la même manière que les attaquants, eux, contournent les défenses périmétriques classiques pour passer dans la petite porte ouverte qui est laissée aux sous-traitants légitimes. Okay, voilà, c'est ce qu'il y a sur cette slide. Je veux dire, maintenant, la mécanique est assez connue. C'est le cheval de Troie. Je ne peux pas percer les murailles de Troie, donc je vais faire un cheval que les Troyens vont laisser rentrer volontairement dans le périmètre du château fort. Et puis, une fois que je suis dans le périmètre du château fort, escalade de privilèges, latéralisation, enfin tout le tremblement, exécution de code arbitraire, déploiement de malware, exfiltration de données, crypto-locker, enfin la totale, quoi. Je veux dire, le problème, aujourd'hui, il est là. Donc, on sait que mécaniquement, plus les entreprises, les administrations, dans une certaine mesure, quand elles ont le temps de se soucier de ce genre de choses, mais on va parler surtout des entreprises, les entreprises qui commencent à se protéger ont du mal à faire plier leurs prestataires. Hein, je veux dire, le jeu classique, il est là. Et je le montrerai tout à l'heure un peu rapidos, dans toutes les législations qui sont tombées, surtout de la part de l'UE depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous, les entités régulées, c'est-à-dire soumises à toutes ces réglementations, faites le job et c'est à vous d'imposer à vos prestataires de faire la même chose. Et pour le montrer de manière très concrète, alors ce n'est pas en France, ok, mais l'affaire était tellement énorme que ça continue de nous servir d'exemple. C'est la fameuse affaire SolarWinds. Donc on a découvert, c'était en décembre 2019, c'était juste à la fin du premier mandat de Trump. Et c'était une supply chain attaque emblématique parce que des attaquants qui étaient très probablement russes, puisque c'était la Russie officiellement, le FSB, le GRU, le SVR, enfin bon, toute cette nébuleuse, à la limite, on s'en fout. Bref, ils étaient rentrés dans le système d'information d'un éditeur de logiciels de gestion de parc de serveurs, qui s'appelait SolarWinds. Donc, ils rentrent dans le système d'information, ils compromettent le logiciel de gestion de pilotage de ces parcs de serveurs, ils compromettent la mise à jour et la mise à jour est distribuée de manière légitime par l'éditeur qui ne savait pas qu'il s'était fait trouer. Et au final, qui s'est fait trouer, poncer, poney, poutrer, d'accord, on y va avec le terme qu'on veut, toutes les entités du gouvernement US, toutes les agences fédérales, tout le monde s'était fait trouer. La CISA, le Pentagone, le Department of Defense, ok. Et ils ont mis pratiquement un an à s'en rendre compte. C'est ça le concept de la supply chain attack, et c'est ça qui pose aujourd'hui un énorme problème technique et de facto aux législateurs derrière. Ouais, peut-être juste un petit point là sur ce que tu disais. Alors, pas forcément un parallèle avec SolarWinds qui est vraiment un cas emblématique, on va dire, aussi massif. C'est aujourd'hui, et on pourra en reparler, même on pourra faire un webinaire entier là-dessus, c'est aussi l'usage aussi finalement de l'IA, des LLM, par les fournisseurs aussi, par tous vos fournisseurs. Maintenant, toutes les applications que vous utilisez, les fournisseurs introduisent petit à petit des LLM, où finalement l'envoi de données de clients potentiellement est encore moins contrôlé. Donc il y a aussi un nouveau on va dire là sur les derniers mois, et on observe pas mal ça chez nos clients, il y a une nouvelle inquiétude, un nouveau risque qui est aussi un peu difficile à mesurer, à quantifier, qui est cette quantité d'informations finalement d'entreprises qui peuvent transiter sur des LLM sans qu'on le sache véritablement via des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités des sous-traitants, etc., etc. Donc voilà, cette barrière finalement, il y a toujours là un peu comme dans le cas de SolarWinds, c'est un truc indirect. Il y a aussi un peu ces risques-là et encore plus dans ce monde où finalement il y a des LLM qui arrivent et qui on a une tendance à donner beaucoup un peu trop d'informations, notamment des clients. Donc ouais, en tout cas c'est un sujet d'actualité et en effet l'élément marquant c'est cet élément SolarWinds qui il y a 5 ans a quand même pas mal secoué, on va dire le monde de la cyber. Euh, donc là, l'idée, maintenant qu'on a compris que c'était un risque, je pense que vous l'avez déjà compris si vous êtes inscrit à ce webinaire, un risque quand même clé. Euh, la question se pose, alors finalement, un des éléments qui permet de protéger finalement le client, c'est le contrat. Et l'idée, c'était de revenir sur 2 cas un peu emblématiques qui s'est déroulé en France pour comprendre un peu la force finalement des contrats et comment finalement ça peut être une vraie barrière pour une entreprise. Peut-être le premier élément, le premier exemple qu'on voulait aborder ensemble avec Marc-Antoine, c'est le cas de mon hébergeur, donc mon sous-traitant qui héberge mes données.
subit une cyberattaque et devient finalement indisponible et je peux plus accéder à mes données. Alors, le cas que vous voulez aborder, c'est Coaxis, qui est un cas que je connais particulièrement parce que mon père et mon oncle sont experts comptables et notamment ont connu cette cyberattaque-là juste avant Noël, donc Noël 2023, où finalement, c'est un hébergeur notamment de pas mal de données comptables qui est assez présent dans les cabinets d'expertise comptable. Et finalement, avec un ransomware, ils ont les données les plus accessibles pendant plusieurs semaines. Et finalement, il y a eu 1200 cabinets impactés et indirectement 350 000 entreprises impactées, notamment pour la paye et finalement aussi la clôture des comptes. Et donc là-dessus, moi, je suis expert comptable. Quels sont les dommages et intérêts que je peux obtenir finalement de Coaxis dans ce cas-là? Et c'est là où Marc-Antoine, avec ta casquette un peu d'avocat, il y avait une clause notamment dans ce contrat qui fait que finalement, Coaxis, en tout cas, a bien capé ces dommages et intérêts dans ce cas-là. Et voilà, c'est la slide là, que tu nous présentes là. Mais en fait, comme le font pratiquement tous les prestataires, en tout cas, c'est généralisé chez les Ouais. hébergeurs, sans trahir mon secret professionnel. C'est une clause qui est extrêmement classique quand on est l'éditeur, qu'on se fait héberger et qu'on propose son service en mode SaaS. Ok, donc on va récupérer les datas. Quand on se fait cryptoloquer, donc c'est plus de logiciel, plus de data. Et ça, c'est un exemple. Alors, c'était pas dans le contrat Coaxis particulièrement. Enfin, ça ressemblait quand même un peu furieusement. Et ça dit quoi? Si moi, je me fais cryptoloquer, moi, éditeur chez un hébergeur, okay, puisqu'en fait, il y avait des packages chez Coaxis. Donc, quand on prenait le service SaaS, qu'on était cabinet d'expertise comptable, on avait le logiciel chez Coaxis, auquel on accédait en mode SaaS, et donc les datas qui étaient traitées en input et en output. Les clauses d'indemnisation, c'était quoi? Voilà, vous avez vu, si j'ai une interruption de service mensuelle, voire annuelle, ça dépend des contrats, de moins de 8 heures, je t'offre une semaine de service, et puis je t'offre un mois de service si l'interruption de service est de plus de 8 heures. Dans l'histoire de Coaxis, ça a été un mois d'interruption de service. Un mois d'interruption de service égale un mois de service gratuit, c'est-à-dire en clair pour la majorité des cabinets d'expertise comptable, 500 euros. Hein. Donc, quel que soit le montant de mon dommage, et ça, c'est une clause qui est parfaitement valable, sauf à se lancer dans un contentieux qui va durer 3 à 5 ans, et je ne parle même pas de la cassation, mais 3 à 5 ans le temps d'aller en appel. Est-ce que vous allez faire un procès à votre prestataire qui est manifestement en faute? Ils avaient pris un Logbit 3.0 chez Coaxis. Moi, j'ai entendu comment ils l'avaient pris. C'était pas glorieux, mais comme c'est pas public, j'en parlerai pas. Mais globalement, il y avait une histoire de double facteur d'authentification qui n'était pas activé. Bon, ça restera entre nous. Et puis, c'est sous réserve de vérification. Mais en clair, tous les cabinets d'expertise comptable se sont retrouvés avec un mois d'abonnement gratuit, quelle que soit l'importance du préjudice. Donc, cette notion d'indemnisation, ça fait tout de suite rêver tout le monde, puisque moi, suite à cette histoire, j'ai été contacté par plein de cabinets d'experts comptables qui m'ont dit « Oui, on a 300 000 de préjudice, on a 800 000 de préjudice. » Puis ils relisaient la clause, et puis ils disaient « Ah bon, donc je ne peux rien faire. » Je disais « Voilà, c'est ça. » Donc moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'écrire ce genre de clause plus ou moins favorable selon qu'on soit côté client ou prestataire. Mais aujourd'hui, le constat que moi je fais, c'est que l'immense majorité des professionnels signent n'importe quoi, et quand le dommage est arrivé, le contrat, c'est le contrat. Hein. Donc, sauf à démontrer que la clause soit nulle, bon courage. Ça, cette clause-là, elle est valable. Ok, ça fait pas de débat. Regardez, vous prenez un mois d'interruption complète d'activité. J'ai un client qui c'est arrivé le mois dernier. 15 personnes, un mois d'arrêt d'activité. Voilà. Et on va s'en prendre aux prestataires défaillants. Si le coût du procès coûte plus cher et que les clauses, c'est ça, vous ne faites pas de procès, vous avez perdu. Donc, vous avez été mauvais. Votre prestataire, il a été archi nul. Et vous avez vos yeux pour pleurer. Ouais, en tout cas, voilà, sur la partie juridique, juste pour la petite histoire, je crois que Coexis, en tout cas, n'ont pas perdu de données, en tout cas, ils ont pu récupérer les données, etc. Donc, même si Quasiment ça. 99% Donc, des cabinets ont été remontés au bout d'un mois, oui, c'est vrai. bon, C'est voilà, vrai. c'est un mois sec qui, et finalement, c'est très, très important pour une entreprise. Mais, ouais, ils ont réussi à venir à bout et à remettre leur backup, en tout cas, de données, mais C'est il y a vrai un mois de aussi. données qui a été perdu. Peut-être un deuxième cas aussi qu'on voulait un peu différent, celui-ci, c'est le cas d'un prestataire IT. Donc, vous faites appel à un prestataire IT et finalement, il vous a mal conseillé et il s'est passé quelque chose. Et là, peut-être je te laisse la main, Marc-Antoine, notamment Oui, sur la cour d'appel de, c'est de ça. Rennes. Alors,
Oui, c'est la cour d'appel de Rennes, vous voyez, 19 novembre 2024, donc c'est pas vieux. C'est une affaire qui remontait, à 2020 pour la cyberattaque. Vous allez voir, hein, on va pas y passer 3 semaines. Les faits, c'était quoi? Une entreprise industrielle, hein, 250 salariés en Bretagne, qui fabriquait des portiques en métal, pour rentrer, sortir de bâtiments, enfin bref, des barrières en métal. Donc ils lancent un appel d'offres pour refondre leur infrastructure IT. Et le prestataire ne leur dit pas qu'il faudrait qu'ils aient des backups déconnectés. Bon, 6 mois après, ben, les backups étant tous connectés, ils prennent une cyberattaque. Les backups se font connecter, se font cryptoloquer comme tout le reste de l'IT. Ben, toujours pareil. Là, il y a eu 2 semaines, je crois, d'interruption complète. Plus de fabrication, plus de paie, plus d'approvisionnement, plus de livraison, plus rien. OK. Pardon. Donc l'industriel s'énerve un peu, décide de faire un procès à son prestataire en lui disant bah, défaut de conseil, c'est pas vous qui êtes la cause de la cyberattaque, mais si vous m'aviez bien conseillé, notamment d'avoir au moins un backup déconnecté, bah, ça m'aurait évité de tout perdre. Donc ils vont au tribunal de commerce, ensuite il y a forcément un des deux qui fait appel, cour d'appel de Rennes, qui dit voilà, vous vouliez 500 000 de dommages et intérêts, bon bah déjà vous en aurez 60 000, hein, après 5 ans de procès, c'est bien. Et puis effectivement, ben, le prestataire, il aurait dû mieux faire son travail. Et c'était quoi faire mieux son travail? Voilà, vous avez juste les citations sur 2 slides, les notez pas, on vous les mettra à disposition. Puis Mmh. moi, vous les trouvez de toute façon sur mon site web. Et ben, en synthèse, qu'est-ce que dit la cour d'appel? Donc là, ça fait comme qui dirait jurisprudence, hein, toi prestataire, parce que prestataire sur l'architecture, vente des matériels, installation, la totale, hein. Je veux dire, la boîte industrielle, ils faisaient refaire leur IT complet. Bah, elle leur a dit, écoutez, maintenant quand vous répondez à un appel d'offres, ben, bien sûr, le prestataire avait marqué qu'ils étaient des professionnels de la cybersécurité. C'était des tocards professionnels, hein, de ce côté-là, ça c'est évident. Mais c'était marqué professionnels de la cyber. Donc la cour d'appel a dit, ben, si vous êtes des professionnels, vous auriez dû mieux conseiller votre client, lui dire ce qu'il a oublié, lui conseiller des trucs qu'il aurait oubliés dans son appel d'offres. Donc, c'est pas juste je réponds à l'appel d'offres, entre guillemets, bête et con, c'est je vais plus loin, je fais un vrai devoir de conseil et je te dis, bah, tu vois, tout ce que tu veux, nous, on sait te le faire, on peut te le faire, mais en plus, tu devrais prévoir, par exemple, des sauvegardes déconnectées. Ne le faisant pas, bah, ils ont été déclarés responsables. Et après, l'indemnisation, c'est là où souvent on oublie quand on dit ah bah, je vais appeler mon avocat, là, on va faire un beau procès, on va gagner des sous. Mais ce que vous pensez être de la perte de chiffre d'affaires, pour donner un exemple concret, devant les tribunaux, les pertes de chiffre d'affaires, c'est zéro. Ok, les tribunaux indemnisent la perte de marge nette, même pas de marge brute. Parce que si vous n'avez pas bossé pendant un mois, ben, le chiffre d'affaires, ok, vous l'avez perdu, mais vous n'avez pas bossé. Donc, il n'y a pas de contrepartie. Donc, ce n'est pas indemnisé. On va vous indemniser que la marge nette. Ce qui fait que vous pouvez, et je l'ai vu avec les cabinets d'expertise comptable, ceux qui m'ont appelé, qui pensaient avoir des préjudices à 500 000. Puis je leur disais, mais non, vous savez, hein, en retraitement par les tribunaux, vous allez avoir 500 000, vous allez avoir 50 000. Et dans l'histoire d'OVH, avec notamment le data center qui avait brûlé, le dernière jurisprudence qui est sortie, bah, il y a des gens qui réclamaient 6 millions de dommages et intérêts, bah, ils ont eu 900 000. OK. Donc, ce problème, la responsabilité du sous-traitant, alors en droit, sur le papier, pas de problème. Mais si derrière, ça vous coûte plus cher de faire un procès, vous avez pas la preuve au sens judiciaire du terme, des règles légales d'indemnisation, bah, vous avez un magnifique papier qui vous dit que l'autre, c'est des gros mauvais et vous avez perdu de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, nous, avocats, pour être extrêmement concret, on prend des dossiers, on les analyse et après on dit bah, on ne fera pas le procès parce qu'on va vous coûter plus cher que ce que ça va vous rapporter au final. Maintenant, vous voulez qu'on fasse le procès, ok, mais vous nous payez d'avance, hein, parce que sinon, quand le résultat va tomber, on vous l'aura dit, on vous l'aura même écrit, vous allez prendre un gros râteau. Donc aujourd'hui, très concrètement, par-delà cette notion de devoir de conseil et compagnie, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait des contrats et des annexes contractuelles. On dit, toi, tu dois faire ça, 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 ça et ça. Et ensuite, on attaquera en responsabilité sur le défaut de ça, ça et ça, parce que sur l'indemnisation, ça va être un énorme problème. Ouais, c'est une très, très bonne transition avec, aussi la deuxième partie, la 3e partie, en fait, du webinaire, c'est finalement comment se défendre. Si on a compris que finalement, dans le cas d'un vrai problème,
si on n'a pas fait attention, derrière, on ne peut pas en tirer grand-chose finalement d'un point de vue juridique, si on va en justice et on assigne, on va dire, le fournisseur en justice. La question finalement qui se pose, c'est finalement cette protection juridique, comment l'utiliser pour que ça fonctionne d'une certaine façon. Donc c'est un peu c'est le sujet de cette partie-là. Et donc là, j'ai différentes. Donc là, l'idée, c'est d'aborder finalement ces exigences un peu techniques et juridiques. Généralement, quand on contractualise avec un fournisseur, on peut adjoindre une annexe sécurité. Et la question pour toi, notamment Marc-Antoine, c'est que doit-elle contenir en priorité? Et j'ai peut-être, avant de parler finalement du CRA, de NIS 2, peut-être deux exemples en tête qui en fait sont faits par nos clients. Et je voulais juste me demander quelle est la valeur juridique d'annexer ça au contrat finalement avec le fournisseur. Le premier, c'est généralement, finalement, quand vous contractualisez avec un fournisseur, vous lui envoyez un questionnaire de sécurité dans lequel il répond oui, non, oui, je suis certifié, etc. Et une des bonnes pratiques qu'on voit, alors bonne pratique, en tout cas pratique qu'on voit, c'est d'adjoindre finalement les réponses du fournisseur au contrat en annexe de sécurité. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément dont je voulais bien avoir ton avis, c'est sur, alors, possible dans notre solution, mais en fait, quand vous analysez un fournisseur, vous voyez des non-conformités potentiellement par rapport à votre politique de sécurité. Et finalement, vous pouvez finalement créer un plan de remédiation dans lequel vous l'annexez finalement, où vous voyez ces non-conformités-là et en discuter avec le fournisseur de façon main dans la main pour lui dire, voilà, vous avez 3 mois, 6 mois pour changer telle non-conformité, etc. Et là, la question, c'est ils annexent ça généralement au contrat en annexe de sécurité. Et c'est un peu les deux pratiques qu'on voit aujourd'hui. Quel est un peu ton avis sur ces pratiques-là, Marc-Antoine? Alors moi, j'ai pas d'avis, je suis un légaliste, j'essaie d'appliquer la loi. Donc soit on est soumis pour une raison ou pour une autre à une de ces réglementations, DORA pour le secteur financier, NIS 2 et ses avatars, parce qu'il y a d'autres trucs qui tournent derrière, bref, parce qu'on est, entité essentielle, entité importante dans des secteurs d'activité, critiques, hautement critiques, moyennement critiques, enfin bref, tout le tremblement. Le CRA, je vous en touche un mot tout à l'heure. Soit on est réglementé et le questionnaire sécurité, c'est les impératifs légaux. Donc à un moment, on prend qui la directive, quand elle est assez détaillée, qui le règlement, si on prend Dora, c'est extrêmement détaillé. Il n'y a pas besoin d'inventer des questions. Enfin, on peut prendre les obligations légales, on le tourne en questionnaire, ce qui aujourd'hui est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et quand les gens n'ont pas le temps, je veux dire, si on prend Dora, c'est en vigueur, en application effective depuis le 17 janvier. Moi, j'ai des gens qui m'appellent là encore hier et qui me disent bonjour, c'est quoi Dora quoi. Donc, ça n'a pas encore pris. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les impératifs légaux de sécurité, je parle juste de cybersécurité, pas de RGPD, tous ces trucs qui n'ont rien à voir. On fait le catalogue de ce qu'il faut faire et on met ensuite des cases à cocher. Oui, je le fais, bon, super. Je vais le faire bientôt, d'accord, mettez une date, à 6 mois après, très bien. Troisième case à cocher, non, je ne le fais pas, pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces législations. Alors, soit on est dans un de ces cas-là, DORA, NIS 2, machin, soit on n'est pas soumis à ça, et donc on peut faire un questionnaire de sécurité. Trop bien. Et les réponses de son client, prestataire, tout ce qu'on veut, on les annexe au contrat, ça a une force contractuelle. Ça, il n'y Ok. a aucun problème. Après, il ne faut pas trop se tromper de référentiel. Et en gardant en mémoire une chose, c'est que toutes ces législations cyber ou ces questionnaires cyber, c'est basé sur le risque. OK? C'est pas une obligation de moyens, le best effort, tout ça, c'est des conneries. Obligation de résultat, genre si tu le fais pas, tu vas mourir, tu es responsable. Non, c'est appréciation des risques. Donc, si je fais pas ça, je dis pourquoi, parce que le risque est pas élevé, pour moi, c'est pas pertinent, blablabla. OK? Ça, je vais le faire bientôt. Il y a un risque, mais peut-être que le risque, il est moins élevé que non, je le fais pas. Et puis, si je le fais, fait que je fais que l'écrire et que je me fais pas auditer derrière, ça va rester que du papier et ce sera du gros bullshit, pour le dire en clair. Parce qu'il ne faut pas rêver, on parle tous la même langue et à un moment, il n'y a pas besoin de se la raconter. Donc, la pratique du questionnaire qui s'annexe au contrat, pourquoi pas? C'est une méthode parmi d'autres. Après, il ne faut pas se tromper de référentiel. Ça, c'est une première partie. Sur le plan de remédiation, le plan de remédiation, c'est du conseil, ok, pur et dur, c'est de la presta pour ceux qui savent faire. Tout le monde n'est pas PRIS, PEDIS et tous les trucs de l'ANSSI. C'est une bonne méthode
vaut mieux l'avoir écrit avant et avoir facturé un peu avant pour qu'au moment où on en a besoin, bah, le prestataire il intervienne, parce que la majorité de ce que je peux voir, bah, les gens se font poutrer, tout d'un coup ils découvrent le problème et tout d'un coup ils cherchent des prestataires dont les plans de charge sont déjà complets à 6 mois. Donc les mecs disent bah, vous êtes gentils, il fallait venir avant, parce que, enfin les mecs, pardon, mesdames, messieurs, hein, voilà, soyons inclusifs, Ouais. LGBTQ, plus tout ce que vous voulez, bon, très bien. Bref, si vous vous y prenez au dernier moment, bah, trouvez un prestataire qui tienne la route. Il va vous dire bah, votre plan de remédiation, revenez dans 6 mois. Quelqu'un vous serait mort 6 mois après, hein, pourquoi pas. Donc, anticiper, en fait, tous ces trucs de cyber, c'est un peu d'orga avant, un peu de compréhension avant, un peu de contrat avant pour que tout le monde sache qui doit faire quoi. Alors, bien sûr, ça fait chier tout le monde hein, de faire ce genre de contrat. C'est mon métier, donc je suis au courant. Hein. C'est pénible à lire, c'est très pénible à écrire, on est bien d'accord. Mais à un moment, quelqu'un va chercher un responsable. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui se sera fait poutrer gravement et qui va dire que la clause moisie, où il a 32 millions de dommages et on lui offre un mois d'abonnement, bah, il va s'acharner parce qu'il sait qu'il aura plus à gagner en allant faire du contentieux. Et un jour, il y a une jurisprudence qui va sortir en disant que ces clauses-là, bah, en fait, elles sont nulles. Mais il va falloir attendre un moment qu'il y ait quelqu'un qui paye pour faire toute cette jurisprudence qui finisse par sortir. Aujourd'hui, on Ok. peut attendre, c'est une méthode. Ok. Bon, en tout cas, le point quand même intéressant là que tu dis, c'est que ça a quand même une force, on va dire, contractuelle d'une certaine façon. Même si, alors en effet, il ne faut pas se tromper de référentiel et ouais, en tout cas, faut que ça soit, mais ça a quand même une force d'une certaine façon engageante vis-à-vis vous Ah du oui, c'est fournisseur. signé, ça fait partie du contrat, bien sûr. Et Ok. celui qui a coché oui partout et qui n'a pas fait, après, c'est un problème de preuve. Mmh, C'est là où est la difficulté. Comment est-ce qu'on mmh, sait? Comment on audite? Bah, en mmh, fait, le problème, il est assez vite réglé. Hein. Le jour où il y en a mmh, un qui se fait poutrer, mmh, il suffit de faire un peu de forensique et mmh. la preuve, elle est dans les rapports. Là, Ouais, j'ai un client, petit cabinet d'ingénieurs très pointu qui bosse pour la défense. Ils se font poutrer. C'était le VPN qui s'est fait trouer. Ben, un rapport de forensique en 5 pages, c'était trouvé, quoi. Donc ouais, la preuve, elle n'est pas forcément difficile une fois que la cyberattaque est arrivée. Puis quand on est ouais. cryptoloqué, la preuve, elle est assez évidente. Hein. Ah, trop bien. Bah écoute, non, c'était en tout cas tout pour ces exemples un peu concrets que nous on voit bah, chez nos clients. Et toi, peut-être juste pour finir un peu ce webinaire, tu voulais nous parler bah, de ces deux législations. Alors NIS 2, je pense que les gens en connaissent, le CRA qui est peut-être un peu moins, alors qui est très connu, hein, mais qui est moins, peut-être Non, on en non, parle un peu moins. non, le CRA, c'est pas très connu du tout. Il y a Ok. résistance généralisée, on n'en parle pas. Bah, moi, je peux faire juste un mot sur Nice 2, enfin, en le faisant en rapide, parce que là, on est en process final de transposition en France. Hein, c'est passé au Sénat, ça passe à l'Assemblée, c'est en cours, mais ça va être finalisé la deuxième quinzaine de septembre. M'ont dit mes informateurs anonymes. Bon, on parle de secteurs d'activité qui s'appellent hautement critiques et autres secteurs critiques. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais on sait qu'en France, on va passer de 500 entités régulées à 15 000, plus tous les prestataires derrière. Donc, en fait, ça va commencer à faire pas mal de monde. Mm, mm. Donc, mais ça va être aux entités régulées, donc entités essentielles importantes, je vous passe les trucs parce que c'est un peu technique, qui vont être obligées de le faire, qui devraient même anticiper. Et les règles, alors par contre, elles sont toutes connues. Alors là, c'est de la règle classique, je parcourais le chat tout à l'heure. Toutes ces règles, c'est de la PSSI, c'est de l'analyse de risque, c'est de la gestion des incidents. Bah, ça, c'est dans la directive NIS 2. Voilà. Mm. C'est les mêmes règles à peu près partout. Donc ça, c'est du connu. C'est simplement, moi maintenant, législateur européen, je délègue pays par pays l'obligation de faire et de faire faire. C'est de l'obligation pour les entreprises concernées de se protéger. C'est juste ça. Tandis que le CRA, c'est un peu différent. Donc ça, d'abord, c'est beaucoup plus récent. CRA, je le fais à la fourche et en rapide. Hein. Mm, Après, mm. sur mon site web, il y a tout ça qui est Ouais. expliqué. Là, j'en suis à 10 épisodes sur le CRA pour arriver même moi à comprendre. Là, le truc, il est un peu différent. Là, on va attaquer non pas les utilisateurs d'IT, mais les fabricants. Voilà, c'est appelé fabricants. C'est-à-dire en clair, les éditeurs et tous ceux qui font de l'IoT. Ouais. IoT ou OT, hein, même côté industriel. Et l'idée, c'est quoi? C'est le logiciel est considéré comme un produit, soit le logiciel, il est dans un produit physique, un n'importe quoi connecté, hein, le frigidaire, les lunettes, la voiture dans une certaine mesure, les téléphones, les ordis. Hein. Et ensuite, il y a une catégorie, donc ça s'appelle des produits comportant des éléments numériques. Bon, ça veut rien dire, on comprend rien. Moi, j'ai fait un picto qui s'appelle produit
plus ou moins connecté avec ou sans matériel. Logiciel connecté avec ou sans matériel. Parce qu'en fait, il y a deux types de logiciels connectés, entre guillemets. Il y a le cas commun, c'est-à-dire tout où il y a du logiciel. Et ensuite, il y a les produits importants ou critiques. Et là, c'est tous les logiciels de sécurité. Les SIEM, les VPN, enfin tout le truc un peu technique, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Tous ces outils logiciels qui permettent d'assurer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Alors, eux, ils sont tous dedans. Et l'idée de l'UE, donc c'est un règlement, hein, donc c'est d'application, c'est voté, adopté, publié. Ça rentre en vigueur un peu en 2026, dans un an, et complètement en décembre 2027. Ok. Et l'idée, c'est quoi? C'est pour tous les produits, j'oblige les fabricants éditeurs, fabricants au sens produit physique où il y a du logiciel, donc les éditeurs des logiciels qui vont dedans, logiciels tiers, open source, avec des dérogations, bref, ou les miens, hein, mon logiciel propriétaire. Gabi. Moi, par exemple, moi, Union européenne, je t'impose de faire un dossier complet où tu me dis dedans qu'il n'y a pas de vulnérabilité exploitable, que tu vas mettre à disposition des mises à jour de sécurité, patati patata, et la liste de tes dépendances logicielles de premier niveau. C'est un niveau de détail de malade. Hein, parce que là, le CRA, c'est 180 pages avec les annexes techniques. Super détaillé. Super détaillé. Et pour les produits critiques ou importants, là, on monte la barre d'un niveau. Hein, après, je m'arrête parce que le truc est un peu est assez velu. Je crois qu'on vous l'a pas mis la slide, mais vous la trouverez sur nos trucs, Ouais. pardon. Le principe est sûr. Donc, droit commun, cas général. Moi, je te force, toi, moi, Union européenne, je te force, toi, éditeur fabricant, à avoir un dossier complet à jour, à tenir à disposition des autorités en cas de contrôle. Pour les produits de sécurité qualifiés de, alors excusez-moi avec les termes, je ne suis pas confondre, critique ou important, important classe 1, important classe 2, je vous passe ce détail. Là, c'est audit préalable obligatoire avant commercialisation de tout le dossier précédent, fait par un tiers, lui-même agréé, machin et tout. Et sinon, les sanctions. Alors, Nice 2, les sanctions pécuniaires, il n'y en a quasiment pas. Enfin, il y en aura un peu sur le papier, mais ce n'est pas le propos. Tandis que côté fabricant, éditeur, fabricant, importateur, tout le monde est dedans, hein, c'est super. Là, c'est les deux menaces. Bon, il y a des sanctions pécuniaires qui peuvent être sympas quand même, mais surtout, celui qui se fait prendre et qui n'a pas fait le job, c'est retrait du marché. Donc, soit pour le produit physique, retirer des rayons, hein, c'est retrait du marché au sens propre du terme, interdiction de vente. Et il y a même mieux, c'est ce qui se passe, entre guillemets, en ce moment pour l'affaire des Herbat Takata, c'est rappel du produit. Donc, je t'oblige, toi, professionnel, à contacter tous tes clients B2B et B2C, c'est tout le monde. Hein. Ben, je t'oblige à rappeler ton produit pour le remettre à jour et éventuellement le renvoyer aux consommateurs ou aux professionnels. Ouais. D'accord? Donc, J'ai pas besoin d'en dire plus? non, mais en fait, bah, là, le Bienvenue point dans le CRA. ah, ça, je pense qu'on pourra faire un zoom là-dessus prochainement parce que ça peut prendre même, je pense, plusieurs heures pour bien expliquer dans le détail. Mais le truc intéressant là que tu dis, c'est que finalement, on a vu que bah, quand un fournisseur a un problème et vous êtes impacté d'un point de vue juridique, il ne peut pas se passer grand-chose aujourd'hui si vous n'êtes pas soumis à DORA, NIS2, etc. Mais là, finalement, avec les réglementations qui arrivent, NIS2, CRA, en fait, les fournisseurs vont être, là, pour le coup, les amendes risquent d'être beaucoup plus importantes. Et c'était un peu le point, là, l'exemple là, que tu disais, même pour les produits physiques, mais aussi pour bah, même les produits logiciels. C'est C'est la ça. terminologie, mais en effet, là, en tout cas, les clients auront plus de leviers pour bah, s'assurer que leur fournisseur soit bien sécurisé, en tout cas, ou l'hygiène cyber nécessaire pour bah, stocker leurs données, en tout cas, utiliser leurs données. Et un dernier mot en termes de responsabilité, parce que, alors, tous les éditeurs en SaaS, hein, alors, B2B, B2C, à partir du moment où un logiciel est transformé pour fonctionner en mode SaaS, bah, c'est-à-dire tous les logiciels en mode SaaS, c'est CRA obligatoire pour tout le monde. Hein. C'est même pas la peine de réfléchir, est-ce que oui, est-ce que non, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, il faut comprendre comment fonctionne l'Union européenne. On voit bien que DORA, NIS 2, les autorités de contrôle n'ont pas les moyens d'aller contrôler tout le monde. Ok. Donc, on peut prendre l'exemple de la CNIL, c'est 3 condamnations par an. Maintenant, alors tout le monde fait coin-coin, poète-poète. Enfin, 3 condamnations par an en France. Je vous rappelle qu'il y a 4 millions d'entreprises en France. Hein. Donc 3 contre 4 millions, on voit bien que ça ne marche pas.
Donc, l'Union européenne, elle a poussé le bouchon plus loin. C'est un truc qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui est assez récent. On a eu une directive en 2000. Je l'ai sur une slide à côté, là, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout vous mettre. On a eu une directive européenne, bien sûr, en 2020, qui s'appelle Intérêt collectif des consommateurs. Et c'est la directive Class Action à l'européenne, dite action de groupe, qui vient d'être transposée en droit français en mai-juin 2025. Et l'idée est la suivante. Moi, consommateur, j'ai d'autres consommateurs et on a un problème avec un logiciel à cause du CRA, à cause de Nice 2, à cause de Dora machin, je fais une action de groupe. Et l'action de groupe, je vais demander des dommages et intérêts. Et là, ce n'est pas les autorités de contrôle. C'est je demande des dommages et intérêts. Et donc, il y a des cabinets d'avocats qui vont arriver et qui vont vous dire, vous êtes 10 000, je vous prends 500 euros par personne, moi, pour vous faire l'action. Et si on gagne, je vous prends 20% du résultat final. Et les entreprises qui vont se faire attaquer en action de groupe, ça va être difficile de le mettre sous le tapis ou de négocier comme des salauds. Parce qu'il y a tout un mécanisme. Une fois que l'action sera lancée, et je vous promets, moi je connais déjà, moi je ne ferai pas ça, mais j'ai un cabinet d'avocats, ils sont déjà en train de se lancer sur le credo. Ils vont regrouper des gens, ils vont y aller à la fourche, et une fois que l'action est lancée, vous n'avez même pas le droit de vous désister, sauf d'obtenir un accord du tribunal sur le désistement. Donc inutile de vous dire que, en fait, le fond de la réaction, c'est moi, autorité de contrôle, je vais aller sur 2-3 cas exemplaires parce qu'il y aura une cyberattaque et que je le sais, parce que la preuve du manquement en termes de j'ai pas fait le job en termes de cybersécurité, il sera flagrant, il y aura une cyberattaque qui aura fonctionné. Et puis pour tout le reste, les indemnisations, elles viendront plus sur une base individuelle. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les dossiers que je refuse parce que je vais coûter trop cher. Il faut que j'y aille de ma vie quand même. Je vais coûter trop cher par rapport aux dommages et intérêts. Alors, l'action de groupe, quand on est Coexis et qu'on prend 1200 clients, il y en a 1000 qui vous disent que la clause là est toute moisie et qui veulent chacun 10 000 euros, vous faites 1000 fois 10 000. Là, ça fait du gros pognon. Voilà. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, c'est lent. La France vient de transposer. Il y a des conditions encore un peu sérieuses à droite à gauche, mais inéluctablement, on y va. Et ça va être dans toute l'Europe. Et à un moment, il y en a un qui va servir d'exemple. Il y a un gros constructeur, un gros fabricant, un gros éditeur, un gros hébergeur qui va prendre le boulet de canon et qui va faire ouf. Et puis, soit, comme il y a eu en Bretagne, il y a un data center, ils ont pris 23 actions en responsabilité. Ils se sont mis en liquidation judiciaire. Ils hébergeaient des sites web de e-commerce, on taira leur nom. Ils ont planté tout le monde et oui, ils se sont plantés au sens, ils ont déposé le bilan, ils sont partis en liquidation. On leur réclamait 23 fois 100 000 euros. Merci, clé sous la porte. Puis tous ceux dont les sites de e-commerce étaient down, eux, ils avaient tout perdu. Je leur souhaite d'avoir eu des backups ailleurs. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui et c'est comme ça que ça va marcher. Trop bien. Écoute, merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors, pour en tout cas cette fin de tour d'horizon, on va dire, sur un peu les différentes directives, législations, moyens qui arrivent, on va dire, dans les mois, dans les années qui viennent. Peut-être juste une petite. Alors, on a un peu dépassé, mais il y a pas mal de questions dans le chat. Et alors, si je remonte un peu, il y avait une première question de Ludovic. C'est peut-on apposer un forensic dans le cas où le fournisseur ne souhaiterait pas le faire? Donc, c'est dans le cas où il y a une faille le fournisseur a fauté, il y a eu un incident de sécurité. Et est-ce qu'on peut lui imposer un forensic, notamment pour lui avoir la preuve que, par exemple, le questionnaire de sécurité que tu lui as annexé au contrat, en fait, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit, c'est-à-dire, je sais pas, MFA sur les comptes d'administration, ce genre de choses. En général, le forensic, il est vite vu au moment de l'attaque. Le forensic, il est fait par celui qui s'est fait attaquer, même indirectement. Il va se faire le forensic sur son système d'information. Moi, j'envoie des rapports de forensic, on voit vite que c'est telle adresse IP, que c'est tel fournisseur et qu'il n'y avait pas de MFA. Donc, d'aller faire un audit chez le prestataire, lui imposer, ça va être difficile contractuellement. Ou alors, il faut passer par la voie judiciaire. Donc, on demande à un tribunal de nommer un expert qui va les vérifier. Bon, c'est des frais avancés, mais là, c'est inattaquable. Je veux dire, on ne peut pas résister à ça. C'est décision judiciaire. Sinon, déjà, faire le forensic à son niveau, je pense à cette petite boîte d'ingénieurs que je connais. Ils ont fait faire un forensic chez eux. Le forensic leur a dit, c'est le VPN qui s'est fait poutrer. Qui était l'éditeur du VPN? C'est machin qui est le prestataire. Bon, c'est donc lui qui est responsable. Effectivement, le truc n'avait pas été mis à jour. Il y avait une vulne à 9.8. La totale, bon, on y arrive. Mais imposer
un audit post-attaque chez un prestataire, le prestataire, il veut pas, voie judiciaire, hein. C'est la seule manière de faire. Bon, enfin, quand on fait son forensique chez soi, c'est bon, en général, on a des choses. Peut-être une autre question, c'était suite à vos exemples, quelles clauses additionnelles mettre dans les contrats pour mieux se protéger? Bon, j'avais parlé de Bah, aujourd'hui, moi, je vais prendre l'exemple de Dora, qui est l'exemple, le plus marquant. ouais, C'est pas quelle clause, hein, c'est une annexe qui fait 20 pages, ouais, qui ouais. détaille tout ce qu'il faut faire, la responsabilité, si c'est un cas de force majeure et tu dois faire ça, tu es responsable de ça, mes dommages et intérêts. On a tout écrit, ça fait 20 pages. Donc si c'était juste, tu me garantis que tu es conforme à machin, ça vaut zéro. C'est autant ne rien écrire, hein, ça ne Mmh. sert à rien. Donc à un moment, je veux dire, la cyber, c'est toujours la même chose. C'est de l'orga, prouvé, auditable, ok, qui est le responsable, chef de projet dans la direction machin, qui a attribué les budgets, qui pilote, qui machin. Ensuite, c'est de la technique qui doit être auditable, conformément à un référentiel, Mmh, mmh, DORA mmh. 10 de machin. Et trois, il faut le mettre dans les contrats. Et dans les contrats, s'il y a un questionnaire de sécurité, c'est une manière de faire, on Mmh. met le questionnaire de sécurité dans le contrat. Ah, regarde, tu vois là, double facteur n'était pas activé, tu nous as dit dans le contrat que c'était le cas, tu as donc menti, c'est toi le responsable, big, on y va. OK, Mais non, une super clair. clause, ça sert à rien. OK, non, mais très intéressant et alors une autre question, alors d'Antoine, mais elle est peut-être plus pour moi. En amont du contrat, comment savoir si un fournisseur représente un risque pour moi? Alors ça, là-dessus, donc là, c'est plus, avec une casquette finalement un peu de cyber, de gis alors, comme disait Marc-Antoine, en fait, c'est une gestion d'un risque. Bah, c'est ça. Donc l'idée, c'est de déjà savoir quels sont vos fournisseurs. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas forcément évident. Le deuxième, ça va être de pouvoir les classifier selon, par exemple, Cartographie des ouais, fournisseurs, première déjà. étape, ouais, cette cartographie-là. Et la deuxième étape, en fait, nous, qu'on pousse, c'est en fait, Prioriser. classifier. Classifier selon, par exemple, le DICT, donc selon le type de données avec qui l'impact aussi opérationnel du fournisseur, si jamais il tombe, etc. Et ça, en fonction, bah, vous avez une échelle sur tous vos fournisseurs, savoir ceux qui sont critiques, ceux qui sont pas critiques. On peut avoir plusieurs niveaux, mais et l'idée, c'est que bah, vous focalisez, vous mettez 80% de votre énergie sur les critiques et peut-être 20% sur les non critiques. Mais voilà, c'est vraiment ce process-là. Et sur les critiques, bah, l'idée, c'est de les évaluer via des questionnaires de sécurité, via potentiellement des audits. Il y a différentes techniques, on va dire. Il y a tout un arsenal, on va dire, pour essayer de finalement d'évaluer un peu la maturité cyber de ce fournisseur-là. Étienne, je vais tout à fait dans ton sens avec un mot sur Dora. Dora, donc le fameux Ouais. règlement Dora, particulièrement mal écrit, ça a été écrit par des banquiers, donc qui écrivent en matière de cybersécurité, donc ça donne des trucs un peu curieux. Mais bon, passons. Dans Dora, en fait, quand on veut appliquer Dora, qu'on ait une banque, une assurance, une shop de compensation, un machin, on fait la distinction entre ces fonctions critiques ou Mmh, importantes, mmh, mmh. en interne ou externalisées, et le Ouais. reste. Et aujourd'hui, sans trahir mon secret professionnel, mais j'ai un client qui est sous contrôle ACPR depuis 5 mois. Depuis 5 mois, hein, ils ont les équipes de la CPR chez eux. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quelles sont vos fonctions critiques ou importantes? D'accord. Quelles sont celles qui sont internalisées? Parce que c'est à vous de les sécuriser. Quelles sont celles qui sont externalisées? Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat pour vos fonctions critiques ou importantes externalisées? Par exemple, la fonction virement d'une banque, Mmh. si elle est externalisée avec un logiciel, c'est une fonction critique ou importante, hein. La gestion des badges de la cantine, non. Voilà, le Ah, CE, non. D'accord? non, Eh ben, on fait et cet audit au départ déjà de priorité et je peux vous dire aujourd'hui qu'en matière de DORA, ils traitent, enfin les banques, les assurances traitent les fonctions critiques ou importantes, OK? Le reste pour l'instant, ils ont même pas le temps de s'en occuper. Donc ils ouais, non, seront après, un jour. c'est un point important. En effet, pour Dora, en fait, la législation définit comment classifier finalement ses fournisseurs. C'est est-ce que ce fournisseur répond à un service qui a une fonction critique ou importante pour moi. Mais bon, ça c'est un sujet un peu technique. Non, mais c'est Peut-être pareil une... dans NIS 2 et c'est Ouais. pareil dans le CRA. C'est une Mmh, autre manière de le dire, mais on fait son analyse de risque. Et dans mmh, l'analyse de risque, on va chercher la cartographie de ses actifs, matériel, logiciel, la cartographie de ses prestataires, et on va classer qu'est-ce qui est critique, important, vital, mmh. essentiel, c'est toujours les mêmes mots. Et puis il y a le reste. Si on fait déjà le critique, vital et essentiel, qu'on l'identifie déjà, ce qui n'est pas forcément évident, c'est Ouais. ça qu'on va traiter tout de suite maintenant priorité. Puis si mon prestataire, il n'est pas sur un truc critique, vital, essentiel, important, on lui envoie un petit questionnaire et on regarde ce qu'il répond. Puis à la limite, on s'en fout. Mais ce sera du risque aussi. Non, très clair. Et peut-être une autre question, alors peut-être dernière question de Martin. Faut-il faire des exercices de crise avant de s'entraîner toute l'année à une potentielle attaque ou erreur, suppression de data?
Ah, Bah, ça, de façon générale, oui, oui. bah oui, c'est une super idée, mais soyons clairs. Moi, aujourd'hui, je vois des gens qui me disent: «Ah, ça y est, on va faire des pentests». Ah d'accord, très bien, super. Mais est-ce que vous avez mis en place des mesures d'hygiène? Ouais. Des mesures d'hygiène? «Non, non, non, on veut du pentest». Je dis: «Mais écoutez, moi, je bosse avec des prestataires de pentest, ils me disent: "De toute façon, ils vont rentrer, de toute façon, vous allez vous faire défoncer votre système d'information, OK? Donc vous devriez peut-être commencer par faire de la cyber, et une fois que vous aurez fait un peu, bah, ensuite allez vous faire tester. Et pour les plans d'entraînement, c'est la même chose. On va peut-être commencer par faire le guide d'hygiène en 42 mesures. En fait, il y en a 63 dans le guide de l'ANSSI. Ok, commencez par faire des trucs de base. Ensuite, venez vous tester, pentest, machin. Et puis après, venez faire vos exercices. Mais faites-le dans l'ordre. Sinon, vous allez vous exercer Ah. sur un truc qui n'a même pas été sécurisé au départ. Ça sert? Bah, ça sert à rien. Mais bon, après tout, hein, on peut vouloir dépenser de l'argent pour rien. Auquel cas, Non, non, envoyez-le mais nous directement, hein. ah, en effet, et sur les exercices, peut-être, alors exercice, il y a plein de choses, ça peut être très, très important, comme peut-être un exercice déjà très, très simple, c'est tester les backups, notamment l'intégrité, Ah oui. dans le cas de, voilà, vous avez vos données primaires qui sont cryptoloquées, vous n'y avez plus accès. Est-ce que vous avez, voilà, faire ce test-là juste de backup, déjà, c'est un premier élément, et ça fait partie des éléments d'hygiène là-dessus, Je vais dont tu prendre parlais, juste, Marc-Antoine. je vais prendre juste mon exemple. Mais le backup, c'est la base. Mm. Nous, on a une norme et on a eu un état de la menace pour les cabinets d'avocats en 2021 fait par l'ANSSI machin. Bon, il y avait des recos. Nous, on a pris, on a fait notre analyse de risque. On est quatre, hein. Car moi, je suis le chef à vie, j'ai deux collaboratrices et on a une alternante. Super. Qu'est-ce que j'ai fait pour tout le monde? Bah, la tête, c'est les backups. Donc, j'arrive au bureau le matin, backup. Quand le backup est fait, je déconnecte. Je rentre chez moi avec mon Mac, qui est mon master de mon système d'information, qui est dupliqué, machin. Je rentre chez moi le soir, je remets un autre disque dur de 4 Tera, je fais mon backup, et quand c'est fait, je débranche. Voilà, moi je vis dans la paranoïa des backups, de mes présentations en BD, de mes projets de contrat, de tous mes textes, machin. Et depuis, ben, je dors mieux. C'est la machine qui tourne et qui fait des backups. C'est déjà la base de la base de la base, des backups. Parce que le jour où vous êtes fait poutrer et que vous avez vos backups qui ne sont pas déconnectés, qui sont poutrés aussi, ben là, vous avez tout perdu, quoi. Alors, bah, écoute, merci, merci Marc-Antoine. Je pense que là, on a un peu dépassé et je vois que les personnes commencent à se déconnecter, mais bah, en tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Peut-être en dernier mot, on vous a mis quelques liens utiles, notamment alors, le blog de Marc-Antoine Ledieu. Donc, si vous tapez blog Marc-Antoine Ledieu, vous allez tomber sur son blog. Notamment, il a fait un article très détaillé sur le deuxième cas dont tu parlais sur le cours d'appel de Rennes de novembre de 2024, sur ce défaut de conseil-là. Donc là, n'hésitez pas à le lire. Et aussi notre blog, en tout cas le blog Gaming, où vous retrouverez aussi pas mal d'informations, alors plus tournées sur la gestion du risque fournisseur. Et, euh, et voilà, en tout cas sur les liens utiles qu'on voulait vous partager. Peut-être, voilà, en tout cas, merci beaucoup Marc-Antoine pour ton temps, Juste un très mot, intéressant. Ouais, j'ai vu vas-y. une question sur les Ah, class pardon. action. Non, Vas-y. non, mais on va faire rapide. On est en train de préparer avec mes collaboratrices une série de présentations en BD qu'on va faire cet été. Ça va sortir en septembre. Ce sera mis à disposition gratuitement via notre blog. On relaye sur LinkedIn. Vous aurez tout le détail des actions de groupe à la française. Vous allez voir, ça va déchirer. Bah voilà, bah peut-être c'est le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à suivre Marc-Antoine et moi aussi par la même occasion sur LinkedIn où on publie pas mal tous les deux. Et bah, le replay sera disponible de toute façon à la fin vous le recevrez par mail à la fin de ce webinaire. Donc merci beaucoup et merci beaucoup à toi Marc-Antoine pour cet échange riche Avec et plaisir. passionnant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous.